Les candidats face aux Français dans la matinale, premier épisode de notre série jusqu'à l'élection. Bonjour Jean-François Copé, vous êtes l'un des 8 candidats donc de cette primaire. Il vous reste maintenant un peu plus de 2 mois pour convaincre les électeurs de voter pour vous. Vous allez répondre aux questions de plusieurs Français qui ont souhaité s'adresser à vous. On les voit à l'image pour vous interroger sur des questions liées à la santé, à la question des réfugiés, à l'éducation, au risque terroriste aussi. Des sujets qui sont déjà au cœur de la campagne. Mais d'abord, la première partie de cette interview avec vous, Michaël Darmon. Bonjour. Est-ce que votre adversaire, c'est la gauche ou Nicolas Sarkozy ? Dans la primaire, on est tous concurrents à droite. Donc par définition, moi j'ai identifié une énorme différence. C'est que vous avez d'un côté une sorte de bande des quatre qui ont gouverné ensemble dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy et qui ont été battus en 2012 parce que la rupture que Nicolas Sarkozy avait promise ne l'a pas faite. Et donc en réalité, on est concurrents. Il y en a 4 d'un côté, puis il y a le 5e élément que je m'efforce de représenter avec un discours un peu différent. 5e élément, on verra si ce n'est pas de la science-fiction. Alors, on dit on croit que vous êtes candidat depuis vendredi, mais en fait, vous êtes candidat depuis 52 ans. Vous le dites un petit peu vous-même. Si un jour vous deviez être à l'Élysée, si aujourd'hui vous étiez à l'Élysée, Alstom, que faites-vous ? On est au bout du chemin, là, parce qu'en vérité, c'est des années et des années d'errance. À force d'avoir mis tellement de boulets au pied de nos entreprises, on se trouve à n'en parler qu'à la dernière minute, quand tout semble perdu. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Un plan d'urgence, c'est ce que tente de faire François Hollande en étant marchand d'illusions. Parce qu'en vérité, les coûts de production sont élevés, les commandes publiques sont insuffisantes, c'est tout un plan stratégique à refaire. Alors, est-ce qu'il faut accentuer la guerre contre le terrorisme, qui ne serait pas suffisante selon Nicolas Sarkozy, qui lui dit qu'il faut déclarer la guerre totale, la peste noire. Attendez, Michaël Darmon, c'est pas Nicolas Sarkozy ou je ne sais qui, c'est une évidence. Moi, je me bats là-dessus depuis des années. C'est exactement la nature même de mon combat lorsque je parle d'une droite décomplexée. Ça suffit de se fermer les yeux sur cette réalité. Ensuite... Aujourd'hui, est-ce que le gouvernement se ferme les yeux ? Tous les jours, on arrête, on déjoue des attentats. Le gouvernement, je vais vous dire, il fait ce qu'il peut après avoir incarné le recul absolu et le non-dit absolu. Bon, on n'a pas assez d'effectifs de police. J'en propose 50 000 de plus, policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prison. On n'a pas la législation qui va bien. Nos services de renseignement ont été, hélas, sur le terrain, extraordinairement démantelés. On a besoin d'un relais terrain. On y vient. C'est tout ça qu'il faut refaire. On y vient. Dans votre discours récemment, et vous le dites régulièrement, votre enseigne, c'est « Je ferai la rupture qui n'a pas été faite en 2007 par Nicolas Sarkozy ». Vous dites vous aussi, à droite, on a fait les choses à moitié ? Bien sûr. C'est d'ailleurs toute l'ambiguïté du discours de Nicolas Sarkozy, mais aussi d'un certain nombre d'autres à droite. On a le verbe « haut », vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je me souviens de la phrase mythique de Nicolas Sarkozy en 2007, le soir de son élection. « Je ne vous mentirai pas, je vous trahirai pas, je vous décevrai pas ». Le lendemain, c'était un gouvernement d'ouverture avec 5 ministres de gauche, et puis on n'a pas supprimé les 35 heures, on a baissé les effectifs de police, enfin, toute une série de choses qui fait qu'on a été battu en 2012. Oui, mais en même temps... Donc, mon idée, elle est simple, elle est de dire maintenant, ça suffit, arrêtons de faire ce décalage entre les mots forts et les demi-mesures. D'accord, mais Jean-François Copé, là vous donnez comme le sentiment que vous n'avez pas du tout été associé au système. Quand même, vous étiez patron des députés. Vous étiez tous les mardis matins à l'Élysée. Vous avez monté ce qu'on appelait à l'époque la coproduction législative. Oui, bien sûr. Donc comment nous faire croire que vous n'étiez pas associé à ce système que vous dénoncez aujourd'hui ? Je vais vous dire. D'abord, vous à cette époque-là, vous étiez né aussi, vous étiez journaliste et vous vous souvenez très bien... Et je vous interviewais à l'époque. Exactement, et vous vous souvenez très bien de ce qu'on se racontait. Nos relations avec Nicolas Sarkozy, à cette époque-là, elles étaient avec des hauts et des bas. Pourquoi ? La coproduction législative, vous vous souvenez, c'était quoi ? C'était une manière courtoise, pour le président de la majorité que j'étais à l'Assemblée, de dire « Vous n'allez pas assez loin, attention ». Rappelez-vous le mal que j'ai eu pour obtenir la loi d'interdiction de la burqa. Ah là, vous lui avez tordu le bras, absolument. Il ne voulait pas, Nicolas Sarkozy, non ? C'est ça ? Il ne voulait pas, oui, vous vous en souvenez. Je me souviens de l'époque où il me disait « On ne va pas faire une loi pour 2000 femmes ». Je lui ai dit « Si le gouvernement ne la fait pas, nous la ferons avec l'initiative des députés ». Rappelez-vous la TVA sociale. Je la demandais depuis 2010. On l'a fait 3 mois avant la présidentielle. Rappelez-vous du Grenelle de l'environnement. Enfin, écoutez, c'était pas il y a 2000 ans. L'anaphore de Jean-François Copé. Rappelez-vous.
Je ne sais pas, c'est vous qui me faites. Je vous pose la question. Et pourquoi je vous dis tout cela? C'est pas très compliqué. C'est simplement pour vous dire, maintenant, ça suffit. On va arrêter de faire de la langue de bois. Donc, il y a d'un côté, on nous le dit toute la journée, un colosse. Ça sert à rien. Ne venez pas voter sauf pour le colosse. Il a tous les moyens. Il a le parti. Il a tout pour lui. Puis il a même des sondages absolument extraordinaires. Donc, soit vous votez pour lui, soit vous n'allez pas voter. Bien, moi, je pense, tant pis, il faut bien de temps en temps se rappeler les histoires de notre jeunesse, la David contre Goliath. Moi, je pense qu'il est des colosses qui, parfois, ont des pieds d'argile. Ces pieds d'argile, ils viennent d'où? Ils viennent du fait que la vie n'est pas une page blanche. Et que, malheureusement, chacun est sur la base de ce qu'il a décidé. Et c'est la différence entre être et avoir été. Voilà pourquoi je dis, je ferai en 2017, instruit de ses errements du passé, ce qu'il n'a pas fait. Et avec lui, les trois autres, Juppé, Fillon, Premier ministre, Bruno Le Maire, ce qu'ils n'ont pas fait. Votre ancien mousquetaire. D'accord. Question héros de jeunesse, vous avez toujours été, vous, Zorro. Aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes plutôt Monte Cristo. Regardez, vous avez crié à la trahison, on ressort ce tweet, quand Christian Jacob, votre fidèle allié, a annoncé qu'il rejoignait Nicolas Sarkozy. Vous avez appelé donc Chirac à votre aide. Hier, sur ce plateau, voici ce qu'il disait. Jean-François Copé, c'est depuis très longtemps que je ne partageais pas son idée d'être candidat à la primaire. Il ne m'a d'ailleurs jamais demandé mon avis, mais je lui avais donné très tôt, en disant que je n'en serais pas. Voilà. Est-ce que votre candidature est une candidature de ressentiment? Ah, ça, de ressentiment, sûrement pas. On ne peut de pas... vengeance? Certainement pas. On ne peut pas dédier, comme je l'ai fait depuis très longtemps, vous l'avez rappelé, l'essentiel de ma vie à l'engagement politique et au service de mon pays. Et imaginez qu'on est candidat à l'élection présidentielle simplement pour voir. Donc ne vous trompez pas. Je me suis longuement préparé. J'ai derrière moi 20 ans de mandat de maire de Meaux, où j'ai vu une petite France dans laquelle on peut trouver des solutions sur les problèmes de communautarisme, de sécurité, d'emploi. J'ai été ministre pendant 5 ans sous Jacques Chirac. Et puis surtout, pendant les 2 ans de silence que je me suis imposé, lorsque j'ai dû démissionner de mes fonctions de président de l'UMP avec cette lamentable affaire Big Malion, où j'avais été désigné comme le coupable qui arrangeait tout le monde jusqu'à ce que la justice m'innocente totalement. La justice m'innocente totalement. Mais c'est à partir de là que j'ai pris la décision, de me préparer au calme pour cette fonction. Vous voyez vos anciens collaborateurs parmi les plus proches, ils étaient toujours avec vous. Donc aujourd'hui, aller devant la justice, ça vous attriste, ça vous indiffère, vous avez tourné la page? Voulez-vous imaginer que ça... Bastien Mignot, mais comment voulez-vous imaginer que ça Lavrieux. m'indiffère? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure combien cette affaire est lamentable et triste. La seule chose, c'est que j'ai observé que certains, ça pouvait peut-être les arranger de me mettre dedans et de me désigner même comme le coupable numéro 1. Heureusement qu'il y a une justice en France, qu'elle a travaillé, indépendamment des présupposés de tel ou tel concurrent politique, et qu'elle en a conclu que, contre toute attente par rapport aux suspicions les plus sordides, j'ai été totalement innocenté. Vous en parlerez à Nicolas Sarkozy dans les débats qui vont vous opposer, 3 débats télévisés, le 3 novembre sur ITL. L'objectif, c'est de parler de nos projets respectifs. Je ne vois pas très bien ce que... Est-ce que vous travaillerez un jour avec lui ou c'est fini? Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, il y a une chose qui m'importe aujourd'hui, c'est de présenter un projet aux Français auquel je crois profondément, qui consiste à dire maintenant, on ne recule plus, il faut réarmer la France. Le reste, avec qui, comment, pendant, c'est juste ce qui exaspère les gens. Alors justement, pour ça, il faut quand même gagner. Aujourd'hui, pardon de vous le dire, les sondages aussi autour de vous, donc avec 2% d'intention de vote, selon l'IFOP du 6 septembre. Comment comptez-vous gagner cette primaire? 2% les bonnes semaines, ça peut être parfois moins. Vous voyez, vous-même vous le dites. Comment remonter du fond du tableau? Je crois qu'il faut qu'on s'arrête avec cette histoire de sondage. Les sondeurs eux-mêmes, d'ailleurs, disent leur désarroi et leur difficulté à mesurer une base solide sur le plan de la mesure politique. Donc les sondages, ça n'existe pas? Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais tout le monde sait que c'est un peu relatif, un peu contingent. Donc je vous propose qu'on les mette un peu de côté, parce que si on ne fait que par les sondages, il n'y a plus besoin qu'il y ait des candidats. Il y a 6 mois, on disait c'était Juppé pour toujours, maintenant on dit c'est Sarkozy pour toujours, je ne sais pas quel sera le prochain. Laissons ça de côté. Ce qui compte, c'est que lorsque la campagne va vraiment prendre un tour important, c'est-à-dire au début du mois, elle commence aujourd'hui, c'est-à-dire au début du mois d'octobre, les Français voient bien la distinction qu'il convient de faire entre chaque candidat. Chacun a sa marque. Alain Juppé nous dit c'est l'expérience, Bruno nous dit c'est le renouveau, c'est un sympathique slogan. Nicolas Sarkozy
est un peu dans une logique de dire je vais un peu me venger par rapport à ceux ou celles qui ont pu me battre. Bon, très bien. Et puis, moi, je ne suis pas là-dedans. Voilà. Moi, mon message, il est très simple. Il est de dire aux Français, je n'ai pas été ni président ni Premier ministre. Je me suis préparé à faire ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Les Français, voilà, Jean-François Copé, puisque vous en parlez, ils sont plusieurs à vouloir vous poser des questions. Ce matin, ils ont souhaité vous interroger sur des sujets qui les préoccupent. On va commencer avec vous, Frédéric. Bonjour, vous êtes commerçant à Calais, président des entreprises et commerces Calaisis. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vous qui aviez organisé cette chaîne humaine dont on avait parlé autour de la ville pour réclamer le démantèlement de la jungle. Votre question à Jean-François Copé ce matin, on vous écoute. Bonjour, tout d'abord Monsieur Copé. Ma question est la suivante, elle est assez simple. Que pensez-vous pouvoir faire pour régler le problème de crise migratoire qui touche le Calaisis depuis de nombreuses années ? Bon, d'abord, moi je pense à vous tous. Cette région est complètement martyrisée par une situation de tension qui dure depuis des années, face à laquelle l'impuissance du politique est absolument insupportable, quelle que soit la région où on habite quand on voit ce spectacle. Et pour vous qui êtes en première ligne, c'est juste un cauchemar. Alors, moi là-dessus, j'ai fait des propositions très claires. D'ailleurs, il y a eu une polémique avec M. Cazeneuve sur ce sujet, je le regrette, parce que j'estime qu'on a le droit d'avoir un avis différent du sien. Qu'est-ce qui se passe à Calais ? C'est l'impuissance de l'État. Pourquoi ? On met trop de temps à répondre sur les demandes d'asile. Il faut être capable, sur des sujets d'urgence comme cela, de donner une réponse dans le mois ou les 2 mois qui suivent la demande d'asile. Ça n'est pas possible de tarder autant. Deuxièmement, pour ceux qui, en réalité, sont demandeurs d'asile, le sujet, il est avec les Britanniques. Ils veulent aller en Grande-Bretagne. Donc il y a un moment où il va bien falloir qu'on partage l'effort. On ne peut pas tout régler nous-mêmes. Là, on les répartit sur le territoire. C'est le plan Cazeneuve qui est sorti dans le Figaro. Mais enfin, écoutez, c'est un plan qui est fou. On ne peut pas faire ça avant d'avoir parlé avec les Anglais pour répartir la charge. On fait ça aussi par rapport aux Anglais. Ce sont des gens dont je rappelle qu'ils fuient l'horreur. Je l'entends parfaitement, je le comprends et les témoignages sont bouleversants, mais je rappelle quand même que c'est quelque chose qu'on doit voir en partenariat. Mais bien sûr, tout ça à cause d'un accord signé au Touquet en 2003 qui était totalement déséquilibré. Bon, deuxième élément très important, il faut absolument envoyer les militaires pour démanteler ces campements de fortune. Tant qu'ils resteront là, il faut se mettre à la place des gens, c'est un cauchemar absolu. L'armée donc dans la jungle. Mais c'est pas, écoutez, la jungle, là, en l'occurrence, on peut... De Calais. Oui, voilà, préciser les choses. Évidemment. Il faut démanteler on ne peut pas laisser ces structures qui, en soi, génèrent des appels d'air et tous les problèmes que nous voyons. Donc, il faut commencer par traiter naturellement chacun de ces cas très rapidement avec les Britanniques et deuxièmement envoyer l'armée pour démanteler ces camps. Merci Jean-François Copé. Et puis troisièmement, il faut s'occuper de la fermeture des frontières. Merci Frédéric pour votre question à Calais. On poursuit avec Virginie. Virginie, elle est enseignante. Elle a participé la semaine dernière à cette manifestation des professeurs à Paris. Bonjour Monsieur Copé, je voulais savoir ce que vous comptiez faire pour que l'éducation redevienne nationale. Parce que maintenant en France, quand un élève arrive dans un établissement scolaire, il n'aura pas le même programme, il n'aura pas les mêmes disciplines d'enseignement. Donc que comptez-vous faire pour que tout élève de France puisse avoir la même éducation ? D'abord, il faut commencer par voir que d'un quartier à l'autre, ce n'est pas la même population. L'objectif est que chaque enfant de France atteigne le niveau requis au niveau du collège, au niveau de la fin du lycée, puis ensuite de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement professionnel. Pour y arriver, il faut accepter l'idée de l'autonomie complète des collèges, parce que si on fait un collège unique alors que chaque enfant est unique, on ne peut pas y arriver. C'est au programme de 2012, du candidat, des candidats à droite. Enfin, écoutez, sans doute, mais ça n'a pas été fait. Deuxièmement, on a fait des erreurs énormes à droite en réduisant l'enseignement de l'histoire. C'est ce genre de choses qui, en réalité, ne vont pas dans le bon sens. D'ailleurs, Michaël Darmon, pour aller jusqu'au bout de ce que je pense, très justement, vous parlez, madame, et vous avez raison, des doutes d'un certain nombre de parents, de professeurs sur la capacité de nos enfants à se sentir profondément citoyens français dans l'apprentissage aussi de la citoyenneté. Donc, 1, c'est l'autonomie dans les collèges. 2, je veux une évaluation en CM2 pour ne pas envoyer dans l'univers du collège, qui est un univers difficile, des enfants qui ne maîtrisent pas les savoirs fondamentaux. Donc, il faut déclencher un plan sec dès le primaire. Et puis, enfin, 3e point, moi, je souhaite que l'on rétablisse cette idée
de rapport à la nation. D'où ma proposition qu'il y ait dans chaque école à intervalles réguliers une cérémonie pour tous les élèves de salut au drapeau, de Marseillaise, d'uniforme à l'école, avec l'écusson de chaque établissement, pour que chaque enfant se réidentifie. Et puis, je pense, ça va au-delà de la question de l'éducation nationale, en tout cas si je suis élu, je le ferai, qu'il faut maintenant rétablir un service national de 6 mois obligatoire pour chaque jeune gens et jeune fille. L'idée, c'est de renouer avec des modèles qui marchent dans d'autres pays, je pense aux États-Unis, enfin aux pays anglo-saxons. À l'époque, vous aviez aussi une identité par rapport à ça. Des propositions sur les langues étrangères. Il faut mettre très vite le chinois, l'arabe, très vite donc dans les classes. L'anglais d'abord. Vous maintenez ces propositions? Écoutez, je crois que la priorité numéro 1, vu l'état des lieux aujourd'hui, c'est en ça que les temps ont un peu changé, c'est l'anglais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, la priorité absolue est que chaque élève connaisse correctement l'anglais à la fin de son cycle d'études. Jean-François Copé, on va maintenant prendre la direction de Nice. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes entrepreneur, vous habitez Nice depuis 25 ans, je crois. Vous avez vécu, bien sûr, ce traumatisme du 14 juillet dernier. Quelle est votre question ce matin pour Jean-François Copé? Oui, bonjour Monsieur Copé. J'ai lu avec attention votre intervention dans Nice Matin. Vous parlez de rarmer la France. J'ai compris que c'était un propos à la fois économique, social, mais sécuritaire. Donc j'ai 2 questions très rapidement. La première, il se trouve que j'ai l'occasion de me rendre à l'étranger régulièrement et je trouve que la France, en termes d'outils de protection de populations civiles, est très en retard. Nous avons des procédures. Je rentre de Jakarta, qui est un pays musulman également à risque, où toute la population se soumet facilement à des procédures de sécurité. Nous sommes un pays en crise et je ne vois ça nulle part en France. Et ma deuxième question, parce que je suis niçois et forcément très touché et affecté par ce qui s'est passé le 14 juillet ici, je voudrais savoir ce que vous aviez à répondre aux politiques et aux autorités qui ont répondu 10 jours après les attentats que le dispositif sécurité était suffisant alors que nous en sommes aujourd'hui à 86 morts. Je vous remercie. Bon, votre question, elle est extrêmement importante parce que vous êtes niçois, j'étais moi-même pas loin de chez vous, parce que j'étais au Canet samedi et dimanche. Pour notre rentrée politique. J'ai vu tout ça de très près. Moi, je ne peux pas, vous le comprenez, porter de jugement sur le résultat d'une enquête concernant l'organisation des secours. Il y a une chose que je sais, en tout cas, c'est qu'au-delà des polémiques, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, c'est plus supportable d'être aussi vulnérable. On est vulnérable dans notre pays parce que, vous savez, on a fait un très mauvais choix depuis 30 ans, 40 ans. Ce mauvais choix, c'est de demander à l'État d'être omniprésent dans le social et de reculer sur le sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, 33% des dépenses sociales dans le PIB, de l'autre 3% pour la sécurité. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Moi, je veux un virage sécuritaire et régalien. Je veux qu'on allège les contraintes sur l'économie, qu'on laisse les entrepreneurs bosser, qu'on arrête avec ces contrôles qui les rendent fous, avec ces charges sociales qui sont insupportables. Donc je propose de les transférer à la TVA pour des montants très importants, et de l'autre, réinvestir dans un virage la sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fichiers S, comme le préconise aussi Nicolas Sarkozy et bien d'autres, doivent être enfermés en centre de rétention au moindre soupçon? Non, mais enfin, attendez, encore une fois, si on propose ça, c'est moi qui l'ai proposé le premier, pourquoi? Il faut le faire sous le contrôle du juge judiciaire. A posteriori ou d'abord c'est lui qui décide? Non, mais attendez, le principe, c'est que c'est sous le contrôle du juge judiciaire depuis la première journée. Bon, sauf que c'est une durée qui peut aller jusqu'à 150 jours, et le cas échéant, donner lieu ensuite à d'autres décisions, évidemment, restrictives de liberté. L'idée est la suivante. Il faut une chaîne pénale spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Mais elle existe déjà. Non, c'est pas vrai. Il y a déjà un groupe de juges antiterroristes qui fonctionne. Oui, bien sûr. Enfin, aujourd'hui, tel que c'est organisé, que ce soit au niveau du parquet, que ce soit au niveau de l'instruction, ça n'est pas une juridiction qui est suffisamment spécialisée au sens d'une chaîne qui part du parquet jusqu'au juge des libertés. On fait ça, mais en même temps, on peut faire des cambriolages, on peut faire autre chose. Donc, ma proposition, c'est de penser à Marc Trévidic, voilà, que dans notre pays, il y en ait beaucoup plus qui soient professionnalisés. Donc cette chaîne complète. Deuxièmement, des mesures effectivement vis-à-vis de ceux qui aujourd'hui sont potentiellement très dangereux. La rétention en est une. Mais ça va au-delà dans mon esprit. Il n'y a pas assez d'effectifs. Je propose, je le répète, 50 000 policiers, gendarmes, magistrats et gardiens de prison supplémentaires. Ce qu'on a vu hier encore avec cette mutinerie dans la prison, on est l'illustration lamentable. Jean-François Copé, on a encore le temps pour une toute dernière question. On vous demande une réponse assez rapide. C'est Julien. Julien, il est infirmier au CHU de Toulouse. Vous savez qu'une grande journée d'action de la profession est prévue demain. Et Julien vous pose donc cette question.
Bonjour Monsieur Copé, je voudrais savoir si vous allez revenir sur notamment abroger la loi Bachelot et la loi Touraine, qui sont en train de faire des dégâts énormes dans les hôpitaux en termes de qualité des soins, en termes de financement et en termes de souffrance au travail des personnels. C'est une catastrophe, ces lois sont en train de privatiser l'hôpital et il faut absolument abroger ces lois-là. Est-ce que vous allez le faire ? Enfin, je pense que ces lois, elles ont des défauts, mais ce n'est pas celle de privatiser l'hôpital. Le premier problème de nos hôpitaux, je le vois bien, je suis président du conseil d'administration de l'hôpital de Meaux, la ville dont je suis le maire. Je vois ce qui se passe au fil des années. Les 35 heures, je suis désolé de vous le dire, ont conduit par leur rigidité à avoir des conditions de travail cette fois-ci, ce sera vraiment aboli. Épuisantes. Ce sera vraiment aboli, les 35 heures, selon vous si moi, vous arrivez au pouvoir, moi, je suis la droite élu président de la République. Tous les candidats le disent, cette fois-ci. Écoutez, tant mieux, à ceci près que ceux qui avaient le pouvoir de le faire ont fait l'inverse. Bon. Mais moi, là-dessus, j'ai toujours été constant dans ce domaine, sur la suppression des 35 heures. Mais juste une chose, pour répondre jusqu'au bout à Julien, c'est une réorganisation complète du métier. Les établissements aujourd'hui souffrent soit de sous-activité, soit de suractivité. Il faut repenser au partage des tâches. Deuxièmement, il y a la question de la gestion des urgences qui sont engorgées dans de très nombreux hôpitaux. Il y a la question de la rémunération du personnel, entre les heures supplémentaires qu'on n'a pas payées. Tout cela est fait à l'envers. Il y a la question des professionnels médicaux qui aujourd'hui, que ce soit les chirurgiens ou les médecins, sont déconsidérés, les personnels soignants qui sont laissés à part. Il faut repenser complètement la considération et la gestion des hommes pour qu'ils puissent exercer leur métier dans les meilleures conditions. Ça passe par un autre temps de travail, une autre gestion, et puis probablement par le fait d'avoir vis-à-vis des Français un discours plus courageux sur ce que doit être l'avenir de la santé. Le temps passe tellement vite. Il y a encore une question. Allez, la dernière question bonus, elle vous est posée par Gilles. Gilles, en fait, vous l'avez croisé, vous le connaissez, Jean-François Copé, vous l'avez croisé au salon Made in France à Reims la semaine dernière. Visiblement, il attend encore une réponse de votre part. Bonjour Monsieur Copé. Suite à votre passage aux assises du Made in France, on a eu le plaisir de vous recevoir sur le stand de Smuggler. Et en fait, je voulais vous reposer une question auquel vous n'avez pas pu répondre sur mon stand. Est-ce que vous aussi, vous consommez français ? Est-ce que votre costume est bien Made in France ? Alors, vous avez vérifié l'étiquette avant de venir ? Je vous avoue que je n'ai pas vérifié s'il est Made in France, mais je vais vous répondre. Vous vous souvenez peut-être, mais je vous ai un peu répondu. Le problème, c'est que ce n'est pas le consommateur, c'est le producteur. Le vrai sujet, ce n'est pas de pointer du doigt celui qui achète le produit. Il achète le produit dans une liberté en fonction du prix, de la qualité, etc. Le problème, c'est quand on est président de la République de créer les conditions pour produire en France. Donc, ce n'est pas du côté de la demande, mais du côté de l'offre. Il faut baisser les charges, alléger les contrôles, encourager les entrepreneurs à le faire en France. C'est ça mon combat et c'est ça que j'évoque quand je dis qu'il faut réarmer la France. Sur le plan économique, ce sera, je vous le garantis, la feuille de route numéro 1 si je suis élu président de la République. Merci beaucoup. Merci Jean-François Copé. On ne saura pas donc si vous avez un costume Made in France ou pas. On aurait pu prendre le patron du slip français aussi. Vous avez remarqué qu'on n'a pas fait cette proposition-là. Merci en tout cas d'avoir été notre invité ce matin. Vous étiez le premier des 8 candidats à la primaire, donc à répondre aux questions des Français. Merci de vous être prêté au jeu.